18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient sur les propos inadmissibles qui ont été tenus à Montpellier lors d'une manifestation pro-palestinienne. On va juste réécouter ces propos pour les auditeurs et téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Et puis je vais vous passer la parole, Caroline Yadan. Les États-Unis qui ont envoyé 2 porte-avions, 2000 militaires, c'est une première. En réalité, c'est une réponse proportionnée, je vous le dis. Elle est proportionnée à l'acte héroïque du 7 octobre. En réalité, l'acte du 7 octobre, c'est un battement d'ailes, de papillons. Et ils ont peur de cet effet papillon. Ils ont peur, je vais vous dire une chose, ils ont peur de ça. Ils ont peur que la Palestine, qui est un phare et qui vient d'éclairer son phare aux peuples du Sud qui sont en lutte pour leur liberté, ils ont peur que ce phare éclairé donne un espoir au peuple du Sud qui se rebelle contre l'Occident et ses politiques néocoloniales, colonialistes et impérialistes. Voilà, et évidemment, une enquête a été lancée contre ce qui est de l'apologie du terrorisme, Caroline Yadan. Ce qui est écœurant, c'est ce qui est dit et les applaudissements de la foule. Honnêtement, je ne sais pas quoi choisir dans ce qui est le plus choquant. En fait, on est face à du négationnisme, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est face à une idéologie, c'est exactement le même phénomène que ceux qui arrachent les affiches des otages. Pourquoi ? Parce que dans le logiciel du Hamas et dans le logiciel des islamistes, il faut qu'il y ait une victimisation. Ils sont dans la victimisation. Et donc, contrairement aux nazis qui cachaient les images, le Hamas a décidé de filmer les horreurs et de les diffuser au monde entier. Donc, ça ne peut pas coller avec ce logiciel-là de victimisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les négationnistes ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, malgré le fait que ça a été diffusé au grand nombre et qu'on a vu de la barbarie avec un grand B, eh bien, on minimise et on dit ça n'a pas existé. C'est un battement d'ailes de papillon. Voilà, donc c'est vraiment ça. Ça n'a pas existé parce que c'est nous les victimes et on vous dénie le droit d'être victime. On est dans la concurrence victimaire pure et dure et donc on n'accepte pas le fait qu'on puisse défendre, évidemment, un mouvement qu'on va qualifier de résistance et pas de terrorisme. Amine El Bailly, ça vous a fait beaucoup réagir. Oui, bien sûr. Au-delà de la surenchère émotionnelle et de la surenchère victimaire, il y a quelque chose qui me frappe, moi, aux yeux. C'est que ces manifestations populistes avec des propos antisémites, elles ne se déroulent pas dans la Creuse ou dans le Cantal. Elles se déroulent, et on le sait, dans les grandes villes ou dans un certain nombre de quartiers populaires. Là où nous avons tout donné. Vous leur avez donné des plans Borloo, vous leur avez donné des logements sociaux, vous leur avez donné tous les moyens du service public et vous avez surtout accueilli toute l'immigration incontrôlée et toute la misère du monde. Elle ne se déroule pas dans le Cantal et dans la Creuse, dans les campagnes où il n'y a pas de service public, dans des campagnes où des Français habitent et vous demandent un tiers de ce que vous donnez aux quartiers populaires, dans des campagnes où les Français vous regardent et ne savent plus où ils habitent. Pendant ce temps, dans les quartiers populaires, vous avez accueilli, en fait, et je crois que c'est 30 ans d'inaction et 30 ans de lâcheté politique. Et c'est un enfant d'immigré qui vous le dit, un Français issu d'immigration, mais Français d'abord, et je n'ai pas l'intention de m'en excuser. Dans ces quartiers populaires, vous avez accueilli des jeunes qui, en réalité, n'ont pas ce lien amoureux avec la nation française. Et donc, ils vont forcément se rattacher à la cause politique exportée par le pays d'origine des parents, avec peut-être même cette idée, ce projet fantaisiste du retour au pays d'origine qu'ils n'ont peut-être jamais connu. Donc, je vous dis, mais c'est même plus grave que ça, parce que si demain vous déclarez la guerre à l'un de ces pays, c'est généralement le pays du Maghreb, je crois que vous aurez plusieurs millions de soldats ennemis sur votre territoire, avant même que le pays ait besoin peut-être de ramener ses petits soldats en France. Je ne veux pas rajouter ce scénario-là. Voilà. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, on n'a pas transmis à ces enfants ce lien amoureux. J'exagère un petit peu dans mon propos, c'est simplement pour vous dire que on a besoin aujourd'hui d'avoir des jeunes enfants français issus d'immigration qui aiment la France. Et pour cela, c'est très simple. Vous devez réinstaurer le port de l'uniforme à l'école, le service militaire et leur offrir un drapeau français dès le CP et pas leur permettre de pouvoir revendiquer utilement leur culture et leur fierté sans respecter la France et les Français. On va parler de l'immigration dans un instant. Rachel Kahn, là encore, sur ce qu'on vient d'entendre. Oui, alors bon, ce qu'on vient d'entendre, alors déjà, il ne faut pas s'y habituer, quoi. Non. Surtout pas. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant en permanence sur ces mots qui sont infâmes.
Après, pour rebondir, et c'est Étienne Gernel, il y a quelques temps, qui, dans un édito du Point, soulignait que l'antisémitisme d'extrême gauche ou l'antisémitisme d'extrême droite ne se soustrait pas, il s'additionne. Attention, parce qu'il y a eu aussi des tags dans la campagne. Alors, je ne sais pas si c'était le Cantal, mais il y en a eu aussi. Il y en a eu aussi. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un antisémitisme débridé. Une nouvelle fois, c'est la République qui doit se soutenir face à cette haine. Et effectivement, lorsque la semaine dernière, l'AFP n'utilise pas Agence France Presse, voilà, n'utilise pas le mot terrorisme pour qualifier, ça donne du grain à moudre à ces personnages-là. Moi, j'ai eu Franck Melou, le directeur de i24 News, la chaîne israélienne, hier au téléphone, qui est dans un état pas possible et qui résilie son abonnement à l'AFP. À l'AFP, alors que c'est la source normalement. Absolument. Louis, vous êtes pour la méthode forte sur ce type de déclaration ? Non, mais en fait, ça fait un mois qu'on est en train de pleurer, et je suis le premier à le faire au fond de moi, parce qu'on est en train de déplorer le fait que ces messages, des gens qui ont des discours de haine, puissent les prononcer. Et pourtant, en fait, on est extrêmement faible. On est faible parce qu'on nous a expliqué que le seul moyen d'être fort, c'était d'être résilient, c'est-à-dire de ne jamais exprimer un sentiment négatif, de ne jamais montrer la force. On est faible parce que on veut faire interdire ces manifestations et en réalité, elles sont autorisées. On est faible pour toutes ces raisons-là. Et je trouve qu'en fait, on peut passer comme ça. Non, mais attendez, cette guerre, elle n'est pas prête de se terminer. On va peut-être passer 2 ans de plateau à dire mais c'est horrible, à s'indigner, à pleurer. Donc il faut interdire les manifestations pour vous. Moi, je trouve que les larmes sont nécessaires, mais maintenant, il faut de l'action. C'est-à-dire que ce que veulent les gens, ce qui insupporte les gens, c'est de voir que ces discours peuvent se tenir dans la République. Je vous prends un contre-exemple. Demain, s'il y avait des manifestations de néo-nazis qui marchent le bras tendu dans la rue, je pense qu'il n'y aurait pas 2 manifestations. Immédiatement, elles seraient interdites et tout le monde le comprendrait. Là, pourquoi est-ce qu'elles sont autorisées ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une ligne ? Objectivement, il y a une ambiguïté, même au sommet de l'État. Certaines sont autorisées, certaines sont interdites. On sait pas bien pourquoi. sûr. Et puis quand c'est finalement autorisé par la justice, c'est comme ça, on respecte, c'est l'État de droit, et puis on s'accommode de tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et que quand il y avait la manifestation, la première au Trocadéro, où il y avait, d'ailleurs, vous voyez le choc des cultures, le choc de l'appartenance. Les Français juifs et pas forcément juifs qui étaient au Trocadéro, ils chantaient la Marseillaise. Aux manifestations pro-Gaza, pro-Palestine, on criait Allahu Akbar. Je ne dis pas que tous les gens qui manifestent crient Allahu Akbar, mais on entend quasiment systématiquement. Là, la manifestation à Montpellier, on entend des propos comme ceux qui ont été tenus. À la manifestation du Trocadéro, il n'y a pas un seul propos de dérapage. Et en fait, personne ne... Mais en fait, on va accepter ça combien de temps ? Laurence Ferrari, on va accepter ça combien de temps ? Et député, vous avez une proposition pour punir plus durement ces propos ? Alors, oui, juste pour rebondir sur ce que vous dites, il y a Christophe Barbier qui a écrit un éditorial et qui dit après le massacre du 7 octobre, on aurait pu s'attendre, pourquoi pas, à des expéditions punitives de juifs. Et en fait, c'est exactement le contraire, évidemment. On va se battre avec des crayons et on pense qu'on gagnera comme ça. Mais je pense juste, et je vous réponds sur la proposition de loi, je pense qu'en fait, le politique ne peut pas tout et que c'est aux Français de réagir, c'est aux Français d'agir, c'est aux Français de devenir à un moment acteurs de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de devenir des militants. On prend un ordinateur, on prend une imprimante et on prend des affiches d'otages, on les colle sur les autocollants, on fabrique des autocollants et on va coller les affiches d'otages. C'est rien, mais c'est énorme. S'il y a un Français sur 1000 qui fait ça, vous imaginez à quel point tout le monde sera conscient des otages, mettre des hashtags « je suis juif », apporter du soutien, se désabonner de certains journaux qui ont fait des articles absolument scandaleux comme l'Obs par exemple, ou alors manifester en tout cas, ou écrire à la Croix-Rouge, pourquoi la Croix-Rouge n'intervient pas, écrire aux ONG pour dire c'est scandaleux, la Ligue des droits de l'homme c'est scandaleux, Amnesty International c'est scandaleux. Il faut bouger. Il faut arrêter de dire c'est la responsabilité des autres. Ça n'est pas moi, c'est l'autre. C'est comme ça qu'on court à la catastrophe. Et pour répondre sur la proposition de loi, voilà. Donc on a déposé en fait, mais il y a déjà un moment, c'était bien avant les événements actuels, on a déposé une proposition de loi avec Mathieu Lefebvre, mon collègue Mathieu Lefebvre, qui est aujourd'hui président du groupe d'amitié. Avant, il était président du groupe
d'études sur l'antisémitisme. Aujourd'hui, il est président du groupe d'amitié France-Israël. On a déposé donc cette proposition de loi. Il y a 2 articles. Le premier article, c'est de créer la possibilité d'un mandat de dépôt ou d'un mandat d'arrêt sur les propos racistes, antisémites et surtout sur l'apologie de crimes contre l'humanité et l'apologie du terrorisme. Et le deuxième article, c'est la possibilité, donc d'une part, il y a le mandat de dépôt et la possibilité pour une injure non publique d'être considérée comme un délit et donc d'être punie bien plus sévèrement qu'une injure publique. Non, je voudrais juste avant Georges. de vous quitter, mon sentiment, c'est que nous traversons un moment terrible et un moment d'histoire. Histoire sur le conflit israélo-palestinien, parce que l'histoire ne sera plus la même après le 7 octobre. C'est la première fois qu'un tel massacre se produit depuis les origines de l'État d'Israël, avec un risque de, et je ne pense pas que le général Clermont me démentira, quand même toujours de contagion dans cette région, et puis un moment d'histoire chez nous aussi. Après les tragiques événements du 13 novembre, il n'y a pas eu tous ces actes qu'on est en train de voir. C'est la première fois que je vois ça en France, une explosion de ces propos, actes antisémites. Donc on est vraiment dans un point de bascule, on est en train de se rendre compte que quelque chose a bougé là, les plaques tectoniques chez nous aussi. Un poison. Donc il va bien falloir analyser tout ça et en tirer des conséquences. Général Clermont, il y a un risque d'embrasement de ce conflit et à l'échelon régional et mondial. Alors dans la région, on peut dire que le discours d'Hassan Nasrallah était une bonne nouvelle. Parce que le leader du Hezbollah. L'Iran, il faut bien voir que la priorité de l'Iran, c'est la survie du pouvoir. Hein. Le pouvoir est corrompu, le pouvoir est fragile, il y a des manifestations. Donc prendre le risque de déclencher une guerre dans laquelle l'Iran serait vulnérabilisé, c'est pas le cas. Donc ça, déjà, c'est stabilisé, c'est important. Et tout le dispositif militaire qui s'est déployé, qui va être renforcé là avec un sous-marin qui tire 154 missiles de croisière, un truc que seuls les Américains sont capables de fabriquer, va dans ce sens-là, de manière à empêcher un embrasement. Et c'est vraiment la priorité. Et là, on se retrouve un peu dans le scénario Russie-Ukraine, où il faut absolument que le conflit reste à l'intérieur, de manière à ce que les conséquences soient complexes à l'intérieur, mais maîtrisées à l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Amine El-Bailly, un dernier mot. Oui, je voudrais simplement compléter les propos de Madame la députée. Une nouvelle loi, d'accord, mais il faut appliquer la loi. Comment se fait-il que le cyber-militant néo-nazi, Monsieur Boris Lelay, qui a été condamné des dizaines de fois pour contestation de crimes contre l'humanité et pour des faits de diffamation et des propos à caractère antisémite, se trouve encore aujourd'hui au Japon, pays avec lequel la France est liée par une convention d'extradition. Pourquoi nous ne demandons pas l'extradition de M. Boris Lelay pour qu'il exécute ses peines de prison en France pour avoir tenu des propos antisémites? Parce que voyez-vous, Madame Ferrari, tous ces militants néo-nazis divisent le camp national. Et je vais même vous dire parfois, divisent le peuple de droite qui parfois est injustement associé à tous ces faits de racisme. Donc c'est important aussi que le camp national s'élève et désigne aussi qui sont nos ennemis. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et renouveler une fois de plus ce soir toute mon affection et ma solidarité avec nos compatriotes juifs. Nous vivants, personne ne pourra toucher un cheveu d'un juif dans la République. Il est 18h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Isabelle Piboulot. Près d'un mois après le début de la guerre, au moins 40 Français ont été tués, 8 sont toujours portés disparus. Parmi eux, des otages, a annoncé Elisabeth Borne. Au moins 240 personnes sont retenues par le Hamas à Gaza. La Première ministre a par ailleurs réaffirmé la demande de la France d'une trêve humanitaire. Selon le chef de l'ONU, un cessez-le-feu à Gaza se fait plus urgent à chaque heure qui passe. La 3e rencontre de Saint-Denis se fera sans Olivier Faure. Convié par le chef de l'État le 17 novembre, le patron du parti socialiste a décliné l'invitation, expliquant qu'il ne veut pas supprimer le Parlement. « Je crois à la démocratie », affirme-t-il, ajoutant qu'il n'y a jamais eu de consensus sur aucun sujet avec Emmanuel Macron. Cette rencontre a pour objectif d'élargir le champ du référendum aux questions de société. Et puis Donald Trump au tribunal de New York pour se défendre lors d'un procès civil pour fraude qui menace son empire immobilier. Dès son entrée dans le palais de justice de Manhattan, l'ancien président américain s'en est pris à la procureure de l'État de New York. Laetitia James lui réclame 250 millions de dollars de réparation. Merci beaucoup Isabelle Piboulot.